Bonjour, donc aujourd'hui une nouvelle séance des petits déjeuners d'Urkheim avec un ouvrage collectif dans une nouvelle collection, c'est le deuxième volume, collection Violence et radicalité militante en France. Et donc cet ouvrage est sous la direction de Fanny Bugnon et Isabelle Lacroix. Il s'intitule Territoire de la violence politique en France, de la fin de la guerre d'Algérie à nos jours. Fanny Bugnon est maîtresse de conférences à l'université Rennes 2, laboratoire Tempora, et Isabelle Lacroix est post-doctorante au laboratoire Printemps, l'UVSQ Paris-Saclay. C'est Isabelle Lacroix qui est sociologue, qui va nous faire la présentation aujourd'hui de cet ouvrage qui présente une dizaine de contributions sur des aspects peu connus de l'histoire récente et des événements politiques récents de la France depuis la guerre d'Algérie, c'est-à-dire la dimension politique, la dimension de violence politique dans l'espace public. Alors peut-être un mot de Stefano Bosi en introduction, avant de laisser la parole à Isabelle Lacroix. Donc très rapidement, je dirige la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay qui porte les petits déjeuners d'Urkheim. Donc cette présentation est particulièrement bienvenue. La philosophie de la MSH est de porter une réflexion interdisciplinaire entre les SHS et les autres sciences. Donc ici, aujourd'hui, le focus est sur la violence politique en France. Les questions posées sont celles de la disponibilité des données et de l'interprétation de ces données. Peut-être la question principale, pourquoi cette violence qui a existé, qui est factuelle, n'a pas été explicitée dans les analyses. Et donc, on est très curieux de comprendre. Je pense après à la comparaison avec l'Italie, qui a vécu une saison de très grande violence aux années 70. Bien évidemment, on a les données, on a beaucoup interprété aussi ces phénomènes, mais on avait très peu analysé les liaisons souterraines entre l'épiphénomène de la violence et les services secrets dans un cadre de guerre froide. Donc maintenant, j'arrête de parler et je cède la parole à notre invité pour la présentation. D'accord, merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs des petits déjeuners de Durkheim, de nous avoir invités, moi et Fanny, pour présenter notre ouvrage collectif. Alors Fanny s'excuse de ne pas être là parmi nous, mais nous avons préparé ensemble cette présentation. Avant d'entrer dans le vif de l'ouvrage, je vais tout d'abord faire la genèse de ce livre. Alors, ça a commencé en 2011. Fanny m'avait fait une demande d'un livre sur l'organisation armée basque Ipar-Etarak, qui n'était qu'en langue basque à la BNF. C'est à cette occasion qu'on s'est vraiment rencontrés. On s'était déjà vu à un colloque sur penser la violence des femmes, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a beaucoup échangé sur nos sujets respectifs. Et on s'est rendu compte qu'on était assez seuls, vraiment, dans ce type de recherche. Moi, j'avais soutenu une thèse sur l'engagement militant au Pays basque français. Et bien sûr, les questions de violence politique y étaient très présentes, au regard de l'organisation basque ETA, qui était de l'autre côté de la frontière. Mais également aussi, il y avait des organisations armées basques en France, notamment Ipar-Etarak. Et Fanny, elle, de son côté, elle terminait sa thèse sur la médiatisation des femmes, d'Action Directe et de la fraction Armée Rouge en Allemagne. À travers nos échanges, on a constaté vraiment un délaissement de la violence politique dans l'espace national français comme objet de recherche. Pourtant, en fait, on avait conscience que le phénomène, en tout cas, méritait d'être analysé en ce qu'il interroge doublement la France comme espace géographique, c'est-à-dire du point de vue de ses frontières, et comme espace politique, celui d'une démocratie pacifiée, et dont la violence vient bousculer la routine démocratique, en fait. Alors, toujours dans cette genèse, on était allé à l'ACFAS, c'est un congrès qu'il y a au Québec, en 2013,
on avait présenté nos travaux et notre réflexion justement sur cette temps-pensée de la violence politique dans le contexte français. C'était un atelier qui était intitulé « Terrorisme et violence politique, état des lieux de la recherche dans le monde francophone et perspectives contemporaines ». Mais là, en fait, quand on est allé là-bas, en 2013, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de communication qui parlait de cette violence politique dans le territoire français. Les chercheurs, en fait, travaillaient beaucoup sur des contrées lointaines à leur territoire. Donc, par exemple, c'était sur la Tchétchénie, les Balkans, le Caucase du Nord, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc, ou par exemple les skinheads en Amérique du Nord. On avait vraiment toujours peu de visibilité sur ceux qui travaillaient la violence politique sur le territoire français. Donc en fait, Fanny et moi, on a décidé d'organiser une journée d'études en 2014 à l'IEP de Bordeaux, après un appel à communication, parce que vraiment, on ne savait pas qui travaillait vraiment sur cette question, spécifiquement sur le territoire français. En 2014, on avait approché cette réflexion en entrant par la notion de carrière militante, donc plutôt sur les trajectoires des militants. Lors de cette journée d'études, beaucoup de chercheurs en fait venaient de l'étranger. Il devait y avoir à peu près une dizaine de chercheurs. Et en fait, certains travaillaient sur Action Directe et venaient d'Allemagne. Pour l'Angleterre, sur la gauche prolétarienne, par exemple, c'était un chercheur anglais, un chercheur argentin, et j'en parlerai après dans le livre, puisqu'il est dans le livre, un chercheur argentin qui travaille sur les royalistes en France, et un chercheur canadien qui travaillait sur les djihadistes. Et on se rendait compte qu'en fait, même peu de chercheurs français travaillaient sur le territoire français, en fait. Comme si, on en reparlera après, il était difficile de travailler sur cette question de violence dans notre propre territoire, en fait. Un impensé aussi pour les chercheurs français. En fait, on s'est rendu compte avec Fanny qu'il a fallu attendre les attentats djihadistes de 2015 pour que cet objet de recherche soit plus valorisé, en fait, et devienne un enjeu fort. Hein. Je vous renvoie à la lettre d'Alain Fuchs, mais à partir de ce moment-là, il y a eu des fléchages CNRS, des ouvertures de postes de maîtres de conférences sur le sujet, mais il a fallu attendre 2015. Donc, et on voit aussi des basculements aussi au niveau des recherches au regard de l'actualité. Et aussi de comment les pouvoirs publics s'emparent aussi de cette question. Ça fait débat. Ça fait débat aussi. Cette prise de position. Ouais. Ça avait été d'ailleurs très controversé sur est-ce que la recherche doit suivre l'émotion. Donc ça avait posé aussi beaucoup de débats. Et d'ailleurs, on voit sur ces questions de violence une interaction d'ailleurs toujours très très forte avec les pouvoirs publics et des questionnements des pouvoirs publics. On pourra aussi en reparler au niveau du débat, mais c'est vrai qu'il y a une particularité de cet objet qui est beaucoup en lien aussi, même et on le voit actuellement. Hein. Il y a même une association entre eux-mêmes qu'on n'avait jamais vue entre sécurité et même travail social. Hein, en fait, Donc maintenant, je vais en arriver en tout cas au projet du livre, comment il a émergé. Donc on s'est dit qu'à l'issue de cette journée d'études, on voulait vraiment écrire un ouvrage, mais on s'est rendu compte au cours de la journée d'études que c'est pas vraiment la carrière militante qui était centrale en fait, même si chacun a présenté certaines carrières militantes, mais on voulait vraiment recentrer l'ouvrage sur la spatialisation de la violence politique. La notion de territoire, elle constituait vraiment le fil directeur de l'ensemble des travaux. Donc on a invité d'autres chercheurs qui n'étaient pas présents lors de la journée d'études on a intégré ces chercheurs dans notre ouvrage, en fait. Alors, cet ouvrage, il a vraiment été voulu comme pluridisciplinaire. Donc, on a rassemblé des travaux de politistes, de sociologues et d'historiens. Cet objet de recherche, de toute façon, on ne peut pas faire l'impasse d'un regard croisé de plusieurs disciplines. Déjà, mais on s'est rendu compte en tout cas que les travaux d'historiens jusque-là étaient assez rares sur la période qui faisait suite à la guerre d'Algérie. Alors quand même quelques historiens se sont directement frottés à la violence politique dans l'espace national français. Je vous renvoie aux travaux d'Olivier Dard sur l'OAS. Avant ce livre, il y avait quand même un ouvrage majeur de François Odigier,
et Pascal Girard. C'est un ouvrage collectif sur la violence militante, mais des années 1920 à 1970. Une petite question. Donc, tu as mesuré une certaine passivité de la communauté universitaire à l'égard de la violence qui a existé après la guerre d'Algérie. Mais est-ce qu'il y a des disciplines qui ont été plus attentives, plus réactives que d'autres? Oui. Et pourquoi? La sociologie et la science politique est beaucoup plus présente sur ces questions. Et ce n'est pas propre à la France, hein, parce que des travaux anglo-saxons montrent, par exemple, sur les questions de violence politique et de terrorisme, qu'il y a vraiment un investissement des sociologues et des politistes, en fait. On réfléchit en tout cas sur ce qui fait que les historiens sont encore... ont été un peu en distance. C'est peut-être aussi parce que la temporalité est courte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les historiens, il y a moins d'historiens sur les terrains les plus récents. Les plus récents, oui. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce qu'on voyait avec Fanny, je rediscuterai, mais l'histoire du temps présent, je pense qu'elle est vraiment pertinente sur ces questions de violence politique. Et en fait... la disponibilité de données... Oui, mais en tout cas, nous, ce qu'on voyait, c'est que ça permet un pas de côté, l'histoire du temps présent, justement, sur ces questions de violence, et on le voit bien actuellement avec la question djihadiste. On est un peu hors passion quelque part, et du coup, ça a une pertinence aussi sur ces objets pris par les émotions, en fait. Et d'ailleurs, notre ouvrage, il y a quand même beaucoup d'historiens dedans. Du coup, à l'inverse, mais c'est aussi lié à... C'est un rééquilibrage bienvenu. Un rééquilibrage aussi, oui. Mais c'est aussi parce qu'on était beaucoup en lien avec le directeur de collection, François Oligier, qui est historien, qui a pu nous donner des chercheurs qui étaient émergents en fait sur ces questions. Parce que il faut quand même vous dire que la majorité en fait des contributeurs de ce livre sont des jeunes chercheurs ou même des chercheurs sans poste. On a aussi énormément réfléchi avec Fanny sur les objets de recherche qui aussi permettent ou pas d'avoir des postes, mais certes, en tout cas, est-ce que c'était signe ou pas d'une marginalisation des types d'objets à cette époque? Mais en fait, il y a très peu de chercheurs, en tout cas en poste, dans nos recherches, et certains sont juste en début de thèse. Donc, preuve en est aussi de réflexion, j'en parlerai, sur les autonomes, sur des mouvements qui jusque-là étaient très très peu travaillés, en fait. Mais j'en reparlerai aussi, c'est qu'il y a une spécificité aussi quand on aborde ces questions de violence politique. Il y a toujours aussi le soupçon de proximité avec l'objet de recherche qui pose aussi pas mal de questions, en fait. J'en reparlerai au niveau méthodologique. Donc en fait, notre ouvrage, il se structure vraiment autour de deux notions qu'on a voulu travailler et qui se résument en fait dans le titre, hein, territoire de la violence politique en France, de la fin de la guerre d'Algérie à nos jours. Il y a vraiment l'idée que l'analyse de la violence politique, en tout cas en France, nécessite d'être pensée à la fois en termes d'espace, donc en interrogeant les frontières du territoire national, à compter justement de la fin des guerres coloniales, mais aussi en termes de temporalité, en envisageant la violence comme un phénomène cyclique ou inscrit dans une temporalité. Donc vraiment, j'en reparlerai plus tard, mais notre ouvrage, en tout cas collectif, se structure autour de ces deux axes, espace et temporalité. La notion de territoire, dans notre ouvrage, elle est entendue à la fois comme un espace géographique, mais aussi comme un espace politique. C'est-à-dire à la fois le territoire physique en tant que tel, hein, de cette violence, mais aussi le territoire idéologique. Et dans la lignée d'une sociologie des mouvements sociaux, qui en tout cas ces dernières années a mené une réflexion sur la prise en compte de l'espace géographique dans les luttes, où, comme le souligne Choukri Med, en fait l'espace cesse d'occuper une fonction illustrative ou seulement contextuelle pour gagner progressivement en épaisseur comme un pouvoir heuristique. Et nous, on a fait vraiment le choix de prendre à bras le corps cette question du rapport de cette violence à l'espace, de vraiment le penser comme un outil d'analyse et de voir notamment les effets de la violence politique à différentes échelles géographiques.
Donc l'espace, en tout cas dans notre ouvrage, est pensé à la fois comme cadre, comme moyen, mais aussi enjeu de mobilisation collective. Et vraiment, nous sommes dans une perspective multiscalaire dans cet ouvrage. C'est que cette spatialisation de la violence, les différents auteurs le travaillent parfois d'un point de vue très micro. Ça va être l'université, la rue. On verra que l'université et la rue, j'en reparlerai, est très présent dans les mouvements royalistes, mais aussi dans les mouvements d'extrême droite, bien sûr aussi dans les mouvements d'extrême gauche. La prison, par exemple, si je prends le texte sur la violence corse, mais des bastions ouvriers, par exemple, de Rennes pour la Ligue communiste. En fait, on travaille différents niveaux, des différentes échelles géographiques, en fait, si vous voulez, dans le livre. Des marges urbaines et rurales pour les mouvements autonomes. Ça va être, par exemple, une opposition à une centrale nucléaire dans le sud-ouest, par exemple. Bien sûr, après, ceux qui travaillent sur les revendications politiques en Corse et en Bretagne, il y a cette question, bien sûr, du territoire qui est au cœur des revendications nationalistes face à l'État, en fait. Mais on voit même cette échelle géographique travaillée dans notre livre jusqu'à des dimensions aussi internationales, puisqu'il y a par exemple un texte sur les Black Blocs au sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg. Donc là, on est à un niveau international, si vous voulez, dans ces échelles géographiques, dans ce rapport à la violence. Ça va du plus micro à des échelles beaucoup plus vastes, en fait. L'autre notion qu'on travaille, c'est cette temporalité. Pourquoi on a fait le choix de prendre comme chronologie la fin de la guerre d'Algérie? C'est parce que la fin de la guerre d'Algérie, en France, elle est considérée comme une période en fait, de pacification sur le plan militaire, dans l'espace national. Et elle est aussi retenue comme celle des prémices en fait, des années 68. Et ces prémices des années 68 sont souvent en fait ces années 68, souvent ça tend à survisibiliser la violence politique de la gauche radicale et à poser la décennie 1970 comme l'axe central du phénomène. Et on voyait avec Fanny, à travers différentes recherches, qu'il y a une permanence de cette violence politique en France, au-delà de ce qu'a nommé Zancarini Fournel, de la charnière grinçante des années 73 et 74, qui voit en fait l'utopie de l'espérance révolutionnaire s'estomper face à la crise économique et sociale. Mais cette focalisation, en tout cas, sur les mouvements des années 68 et toute la décennie 70, en tout cas, je vais en reparler, mettent dans l'ombre d'autres formes de violence politique, notamment nationalistes, régionalistes, qui sont très présentes, en tout cas dans les années 80 en France. Et pour nous, ça représentait un enjeu majeur, en tout cas, de mettre à jour cette violence politique en France, dans cette double perspective spatio-temporelle. Parce que justement, on voulait mettre à jour ce délaissement qu'il y avait eu de la question de la violence politique comme endogène à notre territoire national. Et dans notre introduction avec Fanny, on a voulu réfléchir autour de 3 réflexions, en fait, qui pouvaient en tout cas expliquer cette impensée de la violence propre à notre territoire français. Et ça se situe autour de 3 réflexions, donc les obstacles méthodologiques, les mises en silence et déni d'antériorité, et la construction d'une altérité. Donc, au niveau des obstacles méthodologiques, il y a un obstacle majeur quand on entre sur ces objets de violence politique, c'est la difficulté à nommer la violence. Et pourquoi il y a cette difficulté à nommer la violence? C'est parce que c'est une catégorie qui est performative, qui est normative et stigmatisante dès qu'on approche ce type de questions. En fait, c'est pourquoi? Parce que cet objet met en jeu les frontières du légitime et de l'illégitime, de ce qui est tolérable ou pas tolérable, en fait. Donc,
c'est un peu un terrain glissant en fait quand on arrive sur ces questions. Il y a plein il y a quantité de mots pour désigner ce phénomène. Je vous renvoie, donc il y a lutte armée, violence politique, terrorisme. Et déjà ça aussi, ça pose question en termes de labellisation du phénomène qu'on étudie. Donc il y a beaucoup de travaux majeurs. J'ai pas le temps d'en discuter, mais on pourra en parler en discussion. Mais certains auteurs se sont fortement opposés au terme de terrorisme pour certains phénomènes. Nous, en tout cas, on a voulu, dans notre ouvrage, distinguer la violence politique du terrorisme, parce que la plupart des auteurs ne travaillaient pas sur des organisations militantes qui pratiquaient un caractère aveugle, visant des populations civiles anonymes, en fait. Donc nous, ça avait été ce critère-là. De même qu'on a écarté de l'ouvrage les violences qu'on considère comme spontanées. Par exemple, l'émeute, les manifestations syndicales ou étudiantes, qui vont par exemple se terminer par des actes violents, mais sans préméditation. Ça, nous, tout ce qui n'était pas prémédité par une organisation, on a écarté de l'ouvrage, en fait. Mais ça pose débat. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée de préméditation ? Pourquoi le focus, l'importance donnée à cette notion de préméditation ? Pour nous, ce qui était au cœur, en tout cas, de la violence politique, c'était le caractère organisé, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait une organisation militante qui ait pensé en amont l'acte et qui délibérément le revendique politiquement. Il y avait vraiment cette idée-là. Il y avait un caractère, une intention. Enfin, il y avait l'idée d'intention en amont qui caractérisait les groupes qu'on étudiait, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de laisser de côté justement d'autres dimensions de la violence qui pourraient nous éclairer tout autant sur les organisations qui en sont les auteurs ? C'est sûr que, déjà, par exemple, les émeutes, si je prends par exemple les émeutes, il y a des sociologues, clairement, les émeutes de 2005 dans les banlieues, on considérait que c'était de la violence politique. D'accord. Je renvoie... Très bien, ouais, ça fait partie, ça renvoie à ça, ouais. D'accord. Oui, enfin, il y a des travaux qui montrent que pour certains auteurs, les émeutes, c'est une révolte proto-politique. Il y en a même qui en ont parlé de la sorte. Mais nous, en fait, il fallait un caractère revendiqué, en fait. Alors, c'est sûr, ça peut mettre dans l'ombre des violences beaucoup plus informelles, beaucoup plus insidieuses. Mais nous, il y avait vraiment l'idée aussi qu'on travaillait sur une organisation, en fait. Donc, je pensais, par exemple, là, c'est une référence à l'actualité, enfin, à quelque chose d'assez récent, aux zadistes, à la violence. Est-ce que ça rentre ça peut rentrer dans les territoires de la violence ? Oui, mais en fait, il y a un auteur, notamment, qui travaille sur les autonomes dans les formes contemporaines et qui travaille sur ces zones autonomes, ces marges autonomes, autour des zadistes, oui. Donc ça, pour nous, ça rentrait dans l'ouvrage, dans le sens où il y avait une dimension politique qui était revendiquée par les auteurs, en fait, des actions, en fait. C'est plus la revendication politique des actions simplement que la violence en elle-même, seule. D'accord. Il y a vraiment cette idée que l'acte violent, il est préparé en amont, en fait. Donc, il est pensé, il est organisé. Même par exemple pour les Black Blocs au sommet de l'OTAN, on a toujours cette image qu'il y a une violence spontanée derrière. Mais en fait, l'auteur Mathéis Gardenier montre bien comment aussi c'est pensé. La division même du travail militant à l'intérieur de la manifestation montre aussi ce caractère en fait organisé de la violence en fait. Mais après, c'est sûr qu'il y a des débats énormes entre auteurs sur qu'est-ce qu'on caractérise ou pas comme violence politique. Et qu'est-ce qu'on caractérise ou pas de terrorisme, en fait. Certains veulent même écarter cette notion de terrorisme, en fait. Alors que d'autres disent non, on a le même débat actuellement sur radicalisation. Alors que d'autres disent non, mais on peut aussi travailler la notion de terrorisme, elle a aussi, comme la radicalisation, elle a aussi une valeur heuristique, donc on la travaille en tant que telle, même si il y a beaucoup de nuances à apporter aussi à ces notions qui sont très stigmatisantes aussi. Au-delà, en fait, des difficultés à nommer l'objet qu'on étudie, il y a aussi des grandes difficultés méthodologiques qu'on a pu voir autour de 3 types
la quantification du phénomène, les sources mobilisées et l'accès au terrain. Alors, la quantification de la violence politique, elle est largement utilisée par les politistes anglo-saxons, mais elle est faiblement réalisée en France. Et en raison de l'absence de recueil de données nationales sur cette question. Alors, on retrouve quelques tentatives dans l'ouvrage de Xavier Chrétien et Isabelle Sommier qui avaient rassemblé dans la France rebelle une quantité de mouvements en France, de mouvements sociaux, mais qui pratiquaient donc la violence. Quelques tentatives, notamment, j'ai en tête des chapitres sur la Corse ou le Pays Basque, écrits par Xavier Chrétien, où, à partir justement des documents de la gendarmerie nationale, va quantifier les cibles de violence, les actes de violence des années 80 à 2000, en fait, par exemple. Mais il y a très très peu de tentatives. Il y a eu à un moment donné la revue Études polémologiques qui comptabilisait chaque année en France attentats, victimes, actions revendiquées par les organisations clandestines en France. Mais cette revue, elle a fait ça que de 1971 à 1991. Ça s'est arrêté en 1991. Mais on pouvait aller retrouver dans cette revue cette comptabilisation, en tout cas, d'une présence de violences politiques. Bon, là aussi, la focale, pour revenir sur toujours la définition, c'est que leur focale, c'était les organisations clandestines en France. Donc, justement, le projet ANR Vioramil, qui s'appelle, donc Vioramil, c'est Violence et radicalité militante en France des années 1980 à nos jours, qui existe depuis 2016, en fait. C'est un projet ANR qui est coordonné par l'historien François Audigier et qui est constitué d'une quarantaine de chercheurs, dont on fait partie, Fanny et moi. Et en fait, justement, le projet ANR vise à construire un corpus statistique encore inédit en France. Cet ANR va répertorier tous les faits de violence militante commis en France depuis le milieu des années 80. Donc du coup, ça va éclairer aussi, en tout cas d'un point de vue quantitatif, cette violence politique en France qui jusque-là est assez rendue invisible au niveau statistique. On n'avait pas encore d'outils en France, et alors au niveau national encore plus. Et l'ANR Vioramil va le voir autant sur les violences syndicales, les violences nationalistes, les violences d'extrême gauche, les violences d'extrême droite. Enfin, chacun s'occupe d'une famille de mouvements, on pourrait dire. D'ailleurs, pour vous parler du projet ANR Vioramil, en fait, l'ouvrage qu'on a coordonné avec Fanny Bugnon, ça s'inscrit dans une collection dont dépend l'ANR Vioramil, qui s'appelle... c'est une collection autour de la violence politique que coordonne François Audigier aux éditions Rive-Neuve. Donc, petit à petit, grâce à l'ANR Vioramil et aux éditions Rive-Neuve, il va y avoir plein de publications autour de la radicalité militante et la violence politique des années 80 jusqu'à aujourd'hui. En fait. Donc, première difficulté méthodologique, la quantification de la violence politique qui, pour nous, avec Fanny, rendait invisible cette présence de la violence politique en France. Il y a aussi la question des sources, parce que quand on travaille sur la violence politique, en fait, on a souvent un regard indirect, parce que la première source qu'on a, c'est souvent les sources judiciaires. Donc, on est plutôt dans des représentations de la justice. On est toujours à travers le filtre, si vous voulez, des institutions régaliennes. Quand on travaille sur le nombre d'arrestations, par exemple, d'autres sociologues l'ont montré, même sur d'autres thématiques autour des chiffres de la police. On est beaucoup plus sur comment travaille la police ou les renseignements généraux plutôt que sur les actes en tant que tels. En fait, donc, quand on travaille sur la question de violence, on est beaucoup dans un regard indirect, ce qui pose aussi pas mal de choses. Et aussi, en raison de la rareté des travaux académiques, ce qu'on peut voir quand on travaille sur la violence, c'est que les écrits journalistiques et les témoignages occupent un espace très important dans la bibliographie des chercheurs. Et ça pose beaucoup de questions en termes de confusion de genre, en fait, parce que l'article
la presse est considérée au même niveau qu'un ouvrage, par exemple. Alors que on sait très bien en sociologie et en histoire qu'il y a aussi une construction aussi des médias d'un objet de recherche aussi. Donc. Il y a aussi, quand on travaille sur la violence politique, il y a aussi la loyauté des militants à l'égard de l'organisation. Quand on va les interviewer, eux-mêmes s'empêchent de parler de l'organisation en tant que telle. Donc il y a aussi un accès aux informations qui est assez compliqué quand on les interviewe. Enfin, moi, j'ai rencontré ça sur mon terrain de recherche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur posait des questions sur l'organisation en tant que telle, c'était très compliqué puisque leur organisation était aussi soumise aux renseignements généraux, à la police, donc ça pouvait aussi mettre en difficulté leur organisation. Donc il y a ça aussi. Et autre difficulté, quand on travaille sur la violence politique, il y a une inaccessibilité de la plupart des archives policières françaises pour la période ici étudiée, en fait. Donc globalement, il y a en tout cas une faiblesse numérique des travaux empiriques. Alors ceci n'est pas propre à la France. Hein. Il y a un chercheur anglo-saxon, Andrew Silk, qui montre que la majorité des travaux sur la violence politique n'utilisent que des sources de seconde main. Et pour vous dire même les chiffres, hein, il a pu voir que 1% des recherches sont basées que sur des entretiens. Et sur ce point, notre ouvrage, elle répond en tout cas à cette faiblesse des recherches empiriques sur cette question. Parce que tous les articles mettent en évidence, hein, dans chacun des chapitres, les auteurs montrent les difficultés méthodologiques et qu'ils ont rencontrées. Hein. Ces terrains, en tout cas, exposent les chercheurs. Ils le mentionnent. Certains auteurs ont connu le refus des enquêtés de rendre publics leurs entretiens. Donc, ils n'ont pas pu même l'analyser. Certains ont mobilisé la confidentialité de certaines sources, hein, pour protéger leurs enquêtés, ou même faire face à l'intimidation. Et certains auteurs ont connu aussi la menace des milieux militants étudiés. Donc, et pour d'autres aussi, j'en reparlerai à un moment donné. Juste par curiosité, la menace, c'est dans quel cas ? L'extrême droite. Ah, l'extrême droite. L'extrême droite radicale. Oui. C'est ça. Mais contemporaine, on va dire. Contemporaine, oui, d'accord. Voilà. Mais sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est lié à ça ou plus ? C'est beaucoup plus concret. D'accord. C'est okay. pas que les réseaux sociaux, c'est physiquement. Ouais, okay. En fait. Donc, et aussi les institutions régaliennes. Hein, j'en reparlerai à un moment donné sur un des auteurs avec des arrestations au cours du terrain. En fait. Je vais en parler pour un des chercheurs qui fait partie de notre ouvrage et qui d'ailleurs pose énormément aussi de questions sur la protection des chercheurs sur ces sujets de recherche actuellement aussi pour la question djihadiste en fait. Mais et au niveau méthodologique, hein, la plupart des chercheurs invitent en tout cas à opérer une triangulation méthodologique. C'est-à-dire que la plupart vont articuler archives, entretiens, observations très micro-sociologiques des interactions violentes, pour certains, et même des choses assez innovantes. Vous pourrez voir dans le livre, il y a un des auteurs qui utilise la cartographie de la violence, notamment le chapitre de Nicolas Lebourg sur l'espace de l'extrême droite française. Et en fait, ce qu'il montre, hein, au fil de l'histoire, il montre cette spatialisation de la violence. Et notamment, il met à jour, c'est assez intéressant, la présence très forte de l'extrême droite violente du couloir rhodanien jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également dans certains arrondissements parisiens. Donc aussi, ça éclaire d'une autre façon aussi le rapport au territoire. Et ça pose aussi après question, même s'il ne fait pas de lien direct avec le vote du Front National autour de cet axe en fait. Donc ce qu'on avait pu voir avec Fanny, c'est que là je vous ai présenté les obstacles méthodologiques qui vont beaucoup orienter le phénomène étudié. Mais en tout cas, nous, on voyait que ça ne suffisait pas à expliquer ce délaissement des chercheurs de la violence politique sur le territoire français. Nous, ce qu'on avait pu voir, c'est que en tout cas, la violence politique en France, sur le territoire national, s'il semble difficilement pensable et invisible, c'est parce qu'en
en tout cas, elle interroge les fondements d'une historiographie du roman national français et surtout la mythologie politique d'une absence de violence endogène. Alors, indépendamment des difficultés méthodologiques mentionnées précédemment, enfin, on peut tout d'abord émettre l'hypothèse du soupçon de proximité ou de partialité avec l'objet, qui est très très fort dans ce type de sujet. Et pour nous, ça pouvait aussi expliquer cette mise en silence, notamment à l'image en tout cas de la disqualification récurrente pour soupçon de militantisme des études féministes et sur les femmes. Ce qu'on pouvait voir, c'est que les terrains en tout cas qui touchent à la violence, parce que considérés, je reprends un terme de Michel Vivorca, comme objet sale, expose de façon plus importante le chercheur à la suspicion de proximité. C'est très très fort sur ce type d'objet de recherche. Je vous prends l'exemple de Thierry Dominici. Il a écrit un chapitre sur la violence en Corse. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ce qui lui était arrivé pendant sa thèse. Il en a fait part dernièrement au carnet de l'Association française de sociologie, mais il s'est fait arrêter par les services antiterroristes au cours de sa thèse. Notamment, son ordinateur a été saisi. C'est tombé en pleine affaire du préfet Erignac. Et en fait, il raconte au cours de cette interview la perte de légitimité scientifique au sein de la communauté universitaire lors de son arrestation et de la saisie de son ordinateur, tout en étant aussi tout d'un coup délégitimé par le milieu qu'il étudiait. Et donc en fait, lui, il a dû bifurquer après au cours de sa thèse. Il a mis beaucoup plus de temps, mais il a orienté après sur les partis politiques. Il a complètement... Il a changé son objet de thèse, en fait. Même si maintenant il écrit sur la violence, mais en tout cas, la plupart, même moi je peux le dire, au cours de ma thèse, on me demandait constamment « Es-tu indépendantiste ? Es-tu indépendantiste ?» Et quand on parle avec d'autres sociologues, on n'a pas ce rapport à l'objet qui est toujours demandé, en fait. Moi, je peux témoigner, ayant fait une maîtrise sur l'extrême droite française fin 19e, début 20e. La question qui me revenait souvent, c'était est-ce que tu es d'extrême droite ? Donc, effectivement, ce que tu appelles les objets sales, en reprenant Vivorca, ça renvoie bien à cette idée. Il y a toujours une suspicion de proximité, effectivement, avec l'objet. L'idée, c'est que si on s'intéresse à un sujet, c'est qu'on a des affinités avec lui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais on est toujours... alors que c'est des choses dont on sait pertinent pour d'autres objets de recherche en sociologie, en histoire, mais en tout cas, quand on est sur ces sujets, il y a constamment cette demande qui nous est faite. Et d'ailleurs, pendant très longtemps aussi, même dans les choix de thèse, certains auteurs montrent que, par exemple, si je prends sur le milieu autonome, pendant très longtemps, il n'y avait que des mémoires de master, en fait. Si après, en entrant en thèse, en tout cas, on s'empêchait peut-être pas. Le poids qu'il pouvait avoir autour de ce sujet, de le prendre en thèse, en fait. C'était pas assez sérieux pour être étudié. On voit que c'est... à la fois, c'était à ce moment-là des objets très marginaux, enfin, on considérait que c'était marginaux, mais aussi le poids et tous les affects qu'il y a autour de ces objets de recherche, ça joue énormément. Moi, j'en ai parlé dans un article qui va sortir sur comment ethnographier le milieu militant et tout ce qui se joue aussi autour des enquêtés, mais aussi ce qui se joue avec le milieu universitaire qui est beaucoup moins étudié. Où moi j'avais souvent des personnes qui me disaient ton sujet il me fait peur. Enfin, il y avait aussi tous ces affects qu'il y a autour de la violence, mais aussi du rapport qu'il y a à l'État-nation avec ce type de groupe, en fait. En tout cas, pour nous, ça participe en tout cas d'un certain silence académique autour de ces objets, en fait. Aussi, ce qu'on a pu voir donc, dans ces mises en silence autour de cet objet, en fait, on peut s'interroger sur la place occupée par la violence dans la construction du roman national français. À la suite, en tout cas, des réflexions développées par Jean-Clément Martin, donc, autour de la Révolution française, en fait, dans cette mise en récit, notamment, il avait travaillé sur la contestation en armes du processus révolutionnaire à partir du cas de l'ouest de la France. Et lui aussi, en fait, il s'interroge, en tout cas, sur le rapport que l'écriture de l'histoire noue avec les formes de violence aussi. En tout cas, la mise en silence de la violence politique en régime démocratique, elle pose
la question des normes et aussi la légitimité démocratique, à partir notamment des points de vue révolutionnaires, nationalistes et religieux, interpellant en tout cas ces mêmes normes sur le plan politique, géographique et économique en fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si au final, en fait, la violence politique se trouvait diamétralement opposée au projet républicain et démocratique, alors qu'on voit pourtant de nombreux travaux sur la puissance coercitive régalienne et ses abus. En fait, il y a beaucoup de travaux sur la violence du côté policier, du côté la manifestation, enfin tout ce qu'il y a autour de ça dans la période contemporaine, mais beaucoup moins de travaux du côté de la violence politique qui met en question les normes et la légitimité démocratique. Et cette mise en silence aussi de la violence politique et de ses motifs, j'en avais parlé en introduction, là, mais elle est aussi à mettre en lumière avec la chronologie. Donc vraiment, je vous dis, cette période de 1962, elle est vraiment considérée comme une pacification sur le plan militaire. Et les travaux ont beaucoup survisibilisé la violence politique aussi de la gauche radicale des années 68-70, comme s'il y avait une violence qui n'existait plus en fait après la charnière grinçante 73-74. Mais si on prend par exemple le chapitre sur la Corse ou la Bretagne, on voit très bien une importance de l'activité violente dans les années 80 jusqu'à l'an 2000 en Bretagne. En Corse, c'est jusqu'aux années 2014, jusqu'à la démilitarisation du FLNC. Il y a juste un point qui me frappe dans ce que tu dis. Puisque tu parles des territoires et là de Corse et de Bretagne, et en lien avec la question de la marginalisation de la question, on est aussi peut-être dans des territoires qui sont peut-être considérés comme marginaux par rapport à la République, que ce soit la Corse et la Bretagne. Et donc, au fond, il y a un double effet de marginalisation et de la violence politique et du territoire concerné. Complètement. Mais il y a tous ces travaux aussi autour du centre et de la périphérie. Et j'en reparlerai après, qui joue énormément aussi sur cet effacement de la violence sur des territoires. Je vais en parler après, mais on a souvent une lecture très parisiano-centrée ou très hexagono-centrée, où on uniformise, mais on a peu de travaux sur des formes de violence dans un territoire spécifique. Donc, et là, vraiment, l'ouvrage est assez, en tout cas, inédit sur ça, puisque, par exemple, le mouvement nucléaire va être analysé d'un point de vue local. La Ligue communiste, je vais en reparler, va être étudiée au niveau rennais, alors qu'on a quantité de travaux sur la Ligue communiste et maintenant aussi la LCR, mais d'un point de vue très uniformisant. Donc ça aussi met dans l'ombre des pans de violence. Mais je suis d'accord que la Corse, le Pays Basque, la Bretagne, il y a aussi les effets de périphérie qui fait qu'on marginalise aussi ces territoires, même dans les objets de recherche aussi. En tout cas, justement, c'est ça, la violence politique, elle renvoie à la notion de marge, en fait. En tout cas, cette zone grise des familles politiques. Et vraiment, le terrain est doublement friable, parce que tant du point de vue de la marginalité des idées et des pratiques, c'est quand même aussi des idées marginalisées, et ça renvoie beaucoup aussi à l'idée de transgression, en fait, autour de ces questions. Et de la contemporanéité de l'objet. Donc, ce qu'il y a dans cet objet de recherche, ça n'échappe pas aux effets sociaux et émotionnels de la violence, parce que ça pose toujours la question de la tolérance dont on peut faire l'objet, dont elle peut, cette violence, faire l'objet dans tout ou partie d'une société. Et je pourrais faire plein de ponts actuellement avec l'actualité, mais par exemple, certains chercheurs se refusent à comparer la violence d'extrême gauche, d'extrême droite avec le djihadisme, par exemple. Donc c'est aussi, ça renvoie aussi à nos propres perceptions de la violence, nos propres tolérances à certaines violences pratiquées par telle ou telle famille politique au regard d'une autre, par exemple. Donc on est toujours, en tout cas, dans des effets sociaux et émotionnels très forts autour des questions de violence. Et pour revenir à ta question, c'est que cette atténuation, en tout cas, de la conflictualité politique, voire à l'effacement même des pratiques violentes, avec Fanny Millon, on s'est rendu compte que ça s'expliquait beaucoup par le poids d'une lecture, comme je disais, souvent parisiano-centrée ou hexagono-centrée, mais c'est une tendance aussi qui est renforcée par les logiques éditoriales, qui peuvent en tout cas souffrir du même tropisme.
Et ce qu'on pouvait voir, c'est que le tropisme, en tout cas national, ça peut tendre à l'uniformisation et ça concourt en tout cas à invisibiliser un phénomène qui peut justement interroger les frontières géographiques de l'État. Je vous prends par exemple l'article de Hugo Melchior, qui est assez parlant sur ce point. Donc lui, il a étudié la Ligue communiste spécifiquement à Rennes pendant les années 70. Et en tout cas, son étude, elle permet de faire une histoire politique des années 68 par le bas, en fait, en rompant avec la polarité parisienne. Donc, et en fait, ce qui montre, par exemple, pour la Ligue communiste de Rennes, à ce moment-là, c'était la principale organisation révolutionnaire à l'échelle de l'île-et-Vilaine, entre 1968 et 1973. Et leur objectif, en fait, c'était d'entrer en contact avec la classe ouvrière locale, quitte pour se faire à recourir à la violence. En fait, ils voulaient entrer dans Citroën à ce moment-là. En fait, ce qu'ils montrent, et c'est pour ça que c'est éclairant de l'articuler au territoire local, c'est qu'ils montrent l'échec de l'implantation de la Ligue communiste à Citroën, parce que ils montrent que la singularité, en tout cas, des ouvriers locaux, c'est qu'ils étaient encore établis dans le monde à mi-temps dans le monde paysan. Et ils étaient très imprégnés par la religion catholique et par plutôt des logiques beaucoup plus individualistes liées aussi à au fait qu'ils travaillaient toujours dans le monde paysan. Et donc, ils montrent en fait cet échec lié aussi au territoire, en fait. Alors que juste à côté, ils montrent qu'en Normandie, le même mouvement a pris et a été très fort au niveau de l'usine, en fait. Donc, et ça s'articule aussi, ces niveaux de violence, avec vraiment cette échelle régionale. En fait. Donc il mène une comparaison avec ce qui se passe en Normandie. Non, il en parle un tout petit peu. Ah d'accord. En montrant que là, le bastion CGT a pris et tout ça. C'est sûr que ça aurait été bien aussi d'articuler. Mais lui, il a beaucoup plus axé sur la Ligue communiste spécifiquement à Rennes. Mais il en parle très peu, il l'évoque. Et d'ailleurs, je pense que sur ces analyses, pour creuser encore cette notion de territoire, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner aussi à faire des comparaisons infranationales, en fait, de comparer, par exemple, je sais pas, la violence, par exemple, en Corse au regard du Pays Basque, ou la Ligue communiste, par exemple, dans les années 70, à faire, comme vous dites, une comparaison entre la Normandie et l'île-et-Vilaine, enfin la Bretagne, ça pourrait être aussi éclairant de montrer comment un espace... par exemple, je vous prends l'exemple de l'article de Stéphane François, qui analyse le mouvement skinhead dans l'Aisne. C'est une forme contemporaine des skins qu'il appelle Gaberskin. En fait, c'est autour d'une musique qui est assez agressive et qui vient des Pays-Bas et de Belgique. Et en fait, il articule vraiment cette violence politique des jeunes en l'articulant vraiment à la vague de désindustrialisation qu'il y a eu dans ces territoires, dans des zones où il y a une forte proportion de bénéficiaires de RMI, des difficultés familiales. C'est aussi intéressant de voir comment, en tout cas, ce mouvement d'extrême droite contemporaine et très agressive, qui prône la suprématie blanche, se situe dans ce territoire-là, en fait. Donc, il l'articule aussi à ça. Enfin, il y a vraiment des... Enfin, moi, d'ailleurs, j'avais une méconnaissance, je ne savais même pas que ce type de mouvement pouvait exister à ce niveau local, en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment à éclairer ces formes de violence sur des territoires spécifiques qui sont méconnus à l'échelle nationale, en fait. Un autre article qui est intéressant sur ces variations des échelles géographiques et sur le fait que c'est une histoire qui est méconnue, en fait. Il y a un auteur dans l'ouvrage qui travaille sur la lutte contre l'implantation d'une centrale nucléaire à Golfech, dans le Tarn-et-Garonne. C'est très spécifique, il l'a pris au niveau vraiment local. Et il montre ces questionnements donc, à l'échelle d'un territoire restreint et comment ça éclaire les dynamiques d'un mouvement national, en fait. Donc, cette variation d'échelle, elle est importante. Mais tous ces mouvements-là, si on prend dans tous les travaux qui ont pu avoir ces dernières années, le mouvement nucléaire, on en a toujours un regard très national, très hexagonal. L'extrême droite aussi.
à un niveau local, c'est intéressant de voir comment ça peut aussi éclairer différents niveaux de l'objet. Le troisième obstacle qu'on avait vu aussi avec Fanny, qu'on a travaillé en introduction, cette mise à distance de la violence politique sur le territoire français joue également sur le registre de l'exotisation, notamment par le biais d'une mise en scène de l'altérité. Donc, comme je vous ai déjà dit, les travaux sur la violence politique semblent beaucoup plus légitimes et plus fréquents à propos d'autres espaces géographiques. Il y a aussi, même pour les propres chercheurs, une certaine exotisation. Je ne sais pas, aller travailler par exemple sur les mouvements irlandais, palestiniens et d'autres, plutôt que notre propre territoire. Mais lorsque la violence elle est appréhendée sur le territoire français, on a pu observer en tout cas la fabrication d'une altérité qui ethnicisait ou folklorisait la violence. Et il y a une tendance qui est lourde aussi, qui consiste à penser la violence comme exogène, importée et étrangère au corps national. Et mobilisant parfois le registre de la contagion. Et à construire les acteurs violents comme aussi des étrangers de l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a aussi des arguments qui se rajoutent aussi très psychologisants, faisant de la violence politique aussi l'expression d'une pathologie mentale. Mais il y a différents registres aussi, on pourrait dire, d'altérisation des acteurs violents. Mais en tout cas, cette idée toujours que cette violence est exogène et importée, ça c'est récurrent dans plein d'objets de recherche. Je vais en parler après sur des objets de recherche qui sont dans ce livre, mais qui n'en parlent pas de cette façon. Mais en tout cas, il y en a un qui travaille vraiment cet axe de façon majeure, c'est celui de Mathis Gardenier sur les Black Blocs, lors du contre-sommet de l'OTAN en 2009. Il montre, à travers une analyse de la presse et aussi des discours politiques, que les militants, en tout cas des Black Blocs, en fait, sont qualifiés de casseurs. Il y a une dépolitisation de leur action. Et certains discours politiques vont mettre énormément l'accent sur la nationalité étrangère de certains d'entre eux. En fait, la responsabilité de cette violence, elle est attribuée à des personnes ne faisant pas partie du corps national. C'est assez récurrent dans tous les objets qu'on étudie. Là, je reprends des travaux de Garcin-Maroux. On voit que ce caractère exogène à la communauté nationale appuie à chaque fois l'idée selon laquelle le lien social n'est pas touché par la signification de la violence. Dans tous les terrains, Fanny Bugnon montre dans sa thèse que la violence d'action directe, il y avait toujours cette idée de contagion, que c'était une contagion de l'Allemagne, une contagion de l'Italie. Certes, il y a eu beaucoup de liens entre ces organisations, mais il y a quand même cette idée de la contagion qui est très présente. Même moi, sur le cadre du Pays basque français, il y avait toujours cette idée que ça ne venait pas forcément du territoire français, que c'était une histoire espagnole, en fait, qui avait imprégné l'histoire du Pays basque français en termes de violence. Alors que quand on étudie le territoire du Pays basque français en tant que tel, on peut comprendre aussi certaines spécificités de la violence par des organisations propres au Pays basque français. Donc, en tout cas, ce registre de la contagion est très présent, en fait, surtout dans les discours politiques et dans les discours médiatiques, en fait. Pour les territoires spécifiquement là, qui revendiquent une indépendance, que ce soit à l'échelle de l'Hexagone et des îles ou de l'Outre-mer, en fait, on trouvait qu'il y avait aussi un impensé colonial qui était présent aussi dans la façon dont ces mouvements étaient présentés. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de papier sur l'Outre-mer qui, pour nous, aurait été vraiment éclairant sur ces registres de l'exotisation, de l'altérisation, parce que on voit que ces espaces géographiques, quand on lit les travaux sur ceux qui ont travaillé sur les Kanaks, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, en tout cas, il y a toujours une dialectique du proche et du lointain qui est mise en avant. Et au-delà de l'insularité, les disparités politiques, culturelles et économiques et sociales entre l'outre-mer et la métropole sont toujours mises en avant. Les divisions ethniques, de langue, de couleur de peau. En fait, ce qu'on voyait, c'est que les revendications identitaires se trouvent d'ailleurs
davantage médiatisées que les revendications sociales et politiques. On avait pu le voir au niveau de la Guadeloupe, les mouvements qui avaient eu, je sais plus les années en tête, là, mais il y a 5-6 ans, mais en tout cas, alors que ça partait d'une revendication très sociale, il y avait une mise en avant aussi des spécificités propres au territoire, une mise en avant des revendications identitaires. Donc, en tout cas, cette exotisation de l'outre-mer, en tout cas, elle mérite d'être discutée. Il y a un anthropologue qui en parle, Michel Napels, qui essaie de réfléchir à la place, en tout cas, des fantasmes européens sur la violence ethnique et sur la représentation de l'altérité pour ce type de violence dans les territoires kanaks ou d'autres. Donc voilà, pour revenir sur les axes du livre, donc vraiment il y a ces 2 axes. Et en tout cas, vraiment notre ouvrage, à travers ses différentes contributions, en tout cas témoigne de cette inscription de cette violence politique dans le territoire français au sein de différentes familles sociopolitiques. Et je vous dis, c'est construit autour de 2 axes. Donc c'est vraiment dans une perspective spatio-temporelle. On a une partie des textes qui sont plutôt dans la dimension temporelle. C'est le premier axe, donc, qui interroge les reconfigurations des dynamiques politiques, à la fois du point de vue d'une extrême droite ancienne qui serait définie beaucoup par la fin de la guerre d'Algérie, hein, notamment dans le cas des royalistes d'Action française, hein, que travaille Umberto Ciucchetti, ou même de divers groupuscules des milieux nationalistes radicaux, hein, avec le texte de Nicolas Lebourg. Mais aussi toujours dans cette dimension temporelle, hein, dans le sillage du mouvement de 1968 et des marches de la gauche radicale, hein, si je vous renvoie au texte de la Ligue communiste de Hugo Méchior. Mais aussi, il y a un chapitre sur les mouvements maoïstes libertaires, Vive la Révolution de Manux Magrogan. Et dans ses versions contemporaines, hein, dans le cadre du mouvement de la lutte antinucléaire, hein, de Théo Georget, celui des autonomes. Dans ces dimensions temporelles, c'est intéressant l'article de Umberto Ciucchetti sur Action française, parce qu'il entre par les trajectoires organisationnelles. Et pour voir justement, en termes de temporalité, en termes cycliques, comment le groupe peut se dépolitiser ou se radicaliser. Donc et il le montre très bien, en montrant aussi que cette radicalisation, on pourrait dire, ou cette déradicalisation, elle doit aussi être saisie en fonction des évolutions plus générales de la vie politique française. En fait. Il utilise la notion de Verta Taylor, hein, de la notion d'abéliance structure, qui montre, c'est un auteur américain qui montre le cycle de mise en sommeil de rémanence, par exemple, des mouvements sociaux. Et là, on le voit très bien sur Action française, parce qu'il montre très bien qu'après la guerre d'Algérie, il y a une politisation à la fin des années 60, et une crise de l'Action française qui va se solder par une dissidence de la nouvelle Action française, où là, l'esprit contestataire va être actualisé avec une très forte mise en avant dans la formation de ces militants, avec des mobilisations dans la rue, d'agressions physiques. Enfin, il y a des logiques très fortes de contestation violente. Et il montre en fait ensuite de la période des années 70 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas la survivance contestataire dans l'Action française, dans un contexte pourtant général de faible politisation et de mobilisation du militantisme. Donc ça, vraiment, cet axe temporel, en tout cas, est intéressant sur ce point de voir ces rémanences et ces permanences en fait, de la violence. Et après, on a une grande partie des textes, parce qu'eux, ils travaillaient vraiment beaucoup plus sur la dimension spatiale. Je vous dis notamment les effets de la violence politique sur le territoire national. Il y a vraiment dans l'article de Stéphane François sur les Gaberskins, hein, la forme contemporaine des skinheads des années 80, une revendication violente d'une appartenance à un territoire qui est très très fort, avec un rejet des immigrés, une agression physique des immigrés, soit par des actions, donc je vous dis physiques, ou par des tags. Il y a vraiment une territorialisation de ces violences dans les différents espaces dans l'aine de la France. Mais je vous dis, cet axe, cette dimension spatiale, elle est aussi beaucoup travaillée forcément par ceux qui travaillent sur les mouvements indépendantistes bretons et corses, parce que eux, ça questionne directement les frontières géographiques
de l'État-nation. Mais ce qu'on voulait montrer aussi dans le livre, c'est que ces deux axes, en tout cas, ils sont pas mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que si dans le premier axe, l'imaginaire et les pratiques violentes et leur déclin se structurent, on le voit très bien dans le livre, c'est assez récurrent, va se structurer autour d'événements sociopolitiques tels que la guerre d'Algérie, mai 68. Et l'avènement de la gauche au pouvoir, ça revient très très fortement dans différents espaces militants sur ce déclin de la violence, en fait. Malgré tout, chaque texte, à différents degrés, souligne en tout cas cette spatialisation de la violence et l'investissement de l'espace comme terrain de lutte. Et je vous dis, on l'a vu vraiment à des petits niveaux comme la rue, l'université. Enfin, on a peu travaillé ces espaces de socialisation en tant que tels de la violence, en fait, d'un point de vue micro comme d'un point de vue, je vous dis, régionaux et nationaux, et même transnational, hein, si je reprends l'occasion sur les Black Blocs où se joue cette mise en scène de la violence de façon internationale avec des slogans très forts dits en différentes langues. C'est vrai, j'en ai pas encore parlé jusque-là, mais il y a une partie des auteurs qui étaient dans notre journée d'études de 2014 qui travaillaient notamment sur Action Directe ou sur les djihadistes n'ont pas pu être intégrés à notre ouvrage, soit parce que leur directeur de thèse les empêchait de publier, en fait, avant de finir la thèse. Ça dépend aussi de certains pays. Dans certains pays, n'ont pas le droit de publier avant d'avoir soutenu leur thèse, en fait. Donc là, on a été confronté à ça, mais ou alors on était aussi pris par des contraintes éditoriales très très fortes, très serrées, en des temps très courts, ce qui fait que certains auteurs n'ont pas pu être dans notre livre. Et les djihadistes, je pense que ça aurait éclairé aussi des choses, enfin j'en parlerai en conclusion, mais notre livre pour ça, je pense qu'il éclaire beaucoup de choses sur la contemporanéité des derniers faits de violence en France. Mais il y a des... Voilà, notre ouvrage, il ne prétend pas à l'exhaustivité non plus, hein. Il y a des territoires, en tout cas, qui sont restés dans l'ombre. Le Pays basque français est resté dans l'ombre, mais aussi vraiment l'outre-mer, hein, avec beaucoup de regrets, parce que pour nous, ça aurait été fondamental de l'éclairer dans son rapport à l'État-nation. Là, si je parle en termes de famille sociopolitique, on a été très contente d'avoir pas mal de textes sur l'extrême droite. Et ça, pour moi, ça présente toute son originalité, notre ouvrage, parce que dans le champ scientifique, il est clair qu'on a survisibilisé la violence politique de gauche radicale au détriment d'autres familles politiques en France et qui pourtant ont connu leur apogée bien au-delà de la période des années 70. Mais c'est vrai que l'extrême droite a été vraiment rendue invisible aussi, mais parce qu'il y a aussi la proximité des objets de recherche des chercheurs. Certains sont plus à même, en tout cas, préfèrent travailler sur la violence d'extrême gauche, en fait. Donc, ça joue aussi pour nous, ça joue aussi sur ces formes d'invisibilisation de violence selon certaines familles sociopolitiques, en fait. Donc, je vais conclure, en fait. En tout cas, au terme de cette présentation de notre ouvrage, je voudrais souligner qu'en tout cas, je voudrais faire un lien avec les attentats de 2015, parce que je pense que notre ouvrage a son importance encore, enfin, dans le croisement déjà des regards disciplinaires. Et pour moi, en tant que sociologue, ça m'a énormément parlé de travailler avec les historiens, en fait. Parce que pour moi, l'histoire du temps présent a vraiment toute sa pertinence pour sortir des logiques d'actualité. Dont on peut parfois être pris aussi en tant que sociologue ou politiste sur ces questions. Et voilà, pour moi, l'histoire, avec l'histoire, on est aussi parfois hors passion, et ça permet, je trouve, un pas de côté face à la tyrannie des points de vue situés, en fait. Et l'histoire aussi, pour moi, a été d'un apport majeur, parce que si je prends par exemple actuellement la notion de radicalisation, on parle maintenant actuellement que de notion de radicalisation. Et c'est imposé dans le discours médiatique et politique, et souvent elle est utilisée dans une rhétorique de la rupture et de la nouveauté. Sauf que quand on replace les phénomènes de violence politique dans leur univers historiographique en France, on voit en tout cas avec notre ouvrage qu'il y a une permanence en France à différentes périodes historiques de cette violence politique. Alors qu'il y a tout un discours actuellement d'un phénomène nouveau d'un territoire qui était écarté jusque-là de la violence, en fait.
Et aussi, je trouve que par rapport à l'actualité, notre ouvrage permet d'interroger ce phénomène djihadiste toujours au regard de cette notion de territoire. Parce que quand on regarde le phénomène djihadiste, il y a une déterritorialisation de la violence, puisque ça dépasse les frontières. Enfin, la violence religieuse des djihadistes, elle est en circulation au-delà des frontières géographiques. Mais malgré tout, même si ça dépasse le cadre national, ça n'enlève pas son caractère endogène à la France, on le voit bien. Et pour nous, on le voit, ça dessine en tout cas le visage d'un nouvel ennemi intérieur, en fait. Dans ce rapport, en tout cas, de la société à ce type de violence, en fait. Ouais. Merci. Je vous remercie, parce que je me dis que ce sera mieux de... Merci pour cette très belle présentation. Sur le dernier point que tu évoquais, en fait, ça me suggérait une réflexion, parce que je réfléchissais en t'écoutant sur le lien entre djihadisme et territorialisation, territoire. Et en fait, ça me faisait penser à l'ouvrage récent de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin sur Trappes, l'ouvrage Communauté, où, alors je ne l'ai pas lu, mais enfin j'en ai lu des résumés, disons, des bonnes feuilles, où effectivement, parmi les choses qu'elles abordent, c'est le fait que Trappes est pourvoyeuse d'un grand nombre de départs en Syrie pour le djihad. Donc il y a là quelque chose qui finalement, dans la réflexion la plus contemporaine, la plus récente, renvoie aussi à la question des territoires d'origine, de source de cette violence. On peut penser à Molenbeek en Belgique également. Donc il y a beaucoup dans les médias de réflexion avec l'interrogation sur pourquoi ces territoires sont-ils pourvoyeurs de djihadisme, sont-ils... Donc il y a une vraie pertinence. Je voulais te poser une question déjà sur la notion de radicalisation. Est-ce que tu pourrais... comment vous définiriez ça, toutes les deux, la radicalisation? Qu'est-ce que c'est que la radicalisation selon vous? Alors la radicalisation, comment on l'est entendue actuellement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... et j'ai plus en tête cet auteur qui montre que jusque-là, il y avait que... Dans les travaux, il y avait... En termes de pourcentage, c'était très peu utilisé. Puis tout d'un coup, il y a un effet buzzword de ce mot-là. Ça prend tout l'espace. En fait, ce terme-là, il a été actuellement utilisé d'abord par les pouvoirs publics. Après, c'est très récent, en fait. C'est très récent. Oui. C'est vraiment suite aux attentats. Ça a commencé à être utilisé à partir des attentats du 11 septembre. En fait, ce que certains auteurs comme Francesco Ragazzi montrent aussi, les pouvoirs publics s'en sont emparés de ce terme de radicalisation parce que ça travaille sur les processus. Donc en fait, on est en amont, en fait, avant même d'agir. Le terme de radicalisation, il élargit la notion de violence parce que on en est on va dire à la radicalisation idéologique avant le passage à l'acte, parce que nous, on travaille sur des personnes qui sont déjà dans une organisation, en fait. Donc, on voit que le terme de radicalisation, il a élargi même à l'entrée d'une personne aux idées radicales, en fait, avant même le passage à la violence. L'intentionnalité de l'acte, en tout cas, prime en amont avant l'agir, en fait, de l'acte. Certains montrent que les pouvoirs publics s'en sont très vite emparés parce que du coup, en termes de contrôle de population, ça élargit la notion. Le contrôle est fait aussi bien en amont de l'organisation clandestine, en fait. Avant même que certains jeunes entrent dans les organisations, on regarde déjà, en fait, l'imprégnation d'une population aux idéologies radicales, en fait. Donc, pourquoi les chercheurs, eux, s'en sont emparés, c'est pour d'autres questions, en fait. C'est que ceux qui travaillaient sur le terrorisme et la violence politique étaient dans l'impasse sur les causes de la violence. Donc, du coup, ils sont partis sur l'idée de processus. Et donc, pour eux, la notion de radicalisation est heuristique parce qu'elle travaille sur l'analyse sur ces différentes étapes d'une personne avant d'arriver à la violence politique en tant que telle. Donc, l'idée qu'on travaille sur les trajectoires militantes pour comprendre, en fait, ce qui se passe, en fait, chez un individu pour entrer dans ce type d'organisation. La notion de radicalisation par rapport
à violence politique de façon plus large, elle a beaucoup axé sur l'individu. Elle travaille beaucoup moins sur l'organisation en tant que telle, en fait. Nous, on travaille très peu. Nous, on va parler, pendant très longtemps, parler de radicalisation des mouvements, en fait. Alors que maintenant, on va parler de radicalisation des individus. Et dans notre ouvrage, on est très peu, on ne parle pas vraiment de radicalisation des individus. On est beaucoup dans la radicalisation d'un mouvement, dans des cycles organisationnels, par exemple. Mais c'est sûr que le mot radicalisation change beaucoup le regard, même qu'en tant que chercheur, on a sur ce type d'organisation. Enfin. Est-ce que vous avez mené une réflexion sur les types de violences? Est-ce que dans le cadre de votre ouvrage, vous avez réfléchi à une typologie des violences? Non, ça on ne l'a pas fait, mais c'est vrai que si je prends par exemple la violence corse ou la violence bretonne, on va dire qu'on s'approche plus de ce qu'on pourrait entendre comme terrorisme en fait, alors que d'autres, ça va être plus des violences militantes en tant que telles, ou ça va être plus des conflits dans l'espace public, dans l'espace de la rue, mais on n'entre pas dans des actions de type bombe. Donc on aurait pu faire une typologie dans notre livre, on ne l'a pas fait. Mais c'était aussi parce que en fait, on voulait vraiment plus travailler ces questions de territoire, mais plutôt que définir en fait... mais on n'est pas parti sur ce que font beaucoup les sociologues et les politiques qui travaillent sur le terrorisme. On n'est pas parti par les actions. C'est-à-dire il y a beaucoup de travaux sur... on définit la violence politique par la matérialité des faits. Xavier Chrétien travaille beaucoup cette question, c'est-à-dire va regarder les actions, les cibles en fait des organisations politiques, et c'est comme ça qu'on définit cette violence politique. Notamment par exemple la violence corse, elle est très matérielle en fait. Les cibles physiques ont été très peu utilisées, donc ça définit aussi une forme de violence par rapport par exemple si je prends ETA au Pays Basque espagnol qui a visé vraiment de façon claire à un moment donné la population civile. Donc le niveau de violence a changé en fait. Donc, en fait ça dépend les modes d'entrée. Nous on était partis sur, je vous dis, plutôt les revendications politiques en fait, qui définissaient les contours en fait, de l'objet violence politique. Mais c'est sûr que si on était parti par les cibles, là il y a à l'intérieur de chaque chapitre, on peut dire qu'on pourrait créer une typologie des formes de violence. Même si par exemple l'extrême droite a aussi utilisé à un moment donné de son histoire des actions de type bombe. Donc voilà, il y a aussi différentes, même à l'intérieur de certaines organisations, il y a eu aussi des moments de réflexion sur quel type de violence on va passer en fait. D'ailleurs, Umberto Ciocchetti le montre, à un moment donné, l'action française va parfois aller avec l'OAS et s'est poser des questions de dans quel type de violence on va entrer. Mais selon les leaders qu'il y avait dans l'organisation, cette forme de violence, elle ne s'est pas faite en fait. C'est aussi intéressant de voir les orientations de violence de chaque organisation selon aussi les contacts ou pas passés avec d'autres types d'organisations. Moi, je m'interrogeais aussi sur la question de la définition des termes, parce que tu as employé lutte armée, enfin violence politique, lutte armée, terrorisme. Est-ce que vous avez mené une réflexion sur... Parce qu'on peut imaginer que ceux qui vont parler de lutte armée et ceux qui vont parler de terrorisme, ce n'est pas les mêmes acteurs. Non, ce n'est pas les mêmes acteurs. Il est clair que là aussi, c'est toujours dans cette disqualification et ces frontières du légitime et de l'illégitime. Il est clair que lutte armée, c'est une catégorie qui est beaucoup plus utilisée par les acteurs qui pratiquent cette violence. Donc, sur ce terrain-là, justement, les termes sont très glissants et peuvent prendre différents sens selon les acteurs, mais aussi selon les périodes historiques. Là, nous, on ne l'a pas fait, non, mais je vous renvoie au dernier livre de Jenny Rafley qui travaille cette histoire du mot terrorisme, et qui montre même, selon les périodes historiques aussi, on n'a pas regardé de la même façon la violence politique. À un moment donné, si je reprends même ce que pouvait avoir écrit Jean-Paul Sartre sur la violence politique, selon les périodes aussi historiques, on n'a pas le même regard sur la violence. Donc, Et suivant qui utilise aussi le vocabulaire. Le vocabulaire.
Là, c'est après guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, le terme terrorisme pour le gouvernement français, c'était les Algériens qui voulaient l'indépendance, alors que pour les Algériens, c'était une lutte armée. C'était une lutte armée. Donc là, on voit bien que les questions de vocabulaire est important. C'est sûr. Mais en fait, on l'a défini dans l'ouvrage en introduction, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas après épanché plus sur... mais on a renvoyé aux auteurs qui ont vraiment travaillé ces termes qui... Donatella Della Porta, une chercheuse italienne, s'est très vite dégagée du terme terrorisme pour travailler la notion de violence politique. De la même façon, si je reprends radicalisation, certains ne veulent pas utiliser cette notion et disent on travaillait déjà sur la violence politique, pourquoi on ne qualifierait pas tout court ces actions comme violence politique aussi, en fait. Donc, mais c'est vrai que voilà, on est aussi beaucoup dans des termes pris aussi par les effets émotionnels aussi de la question et du tout, voilà, comme je vous dis, du tolérable et l'intolérable, en fait. Donc, Peut-être avez-vous des questions? Oui, allez-y. Votre prénom, votre nom, peut-être? Oui, Katia. Je travaille à l'ISP. Oui. Je suis en thèse, en 3e année de thèse. Et j'ai une petite question. Au début de votre présentation, vous avez mentionné la notion de la carrière militante. Et moi, je m'intéresse beaucoup à cette notion parce que je travaille sur la persécution des homosexuels en Russie et leur manière de faire face aux lois homophobes. Et la mobilisation collective, c'est une des façons de faire face. Et dans mon travail de thèse, j'applique le terme la carrière militante et je m'appuie sur les travaux de Becker. Et vous avez appuyé sur les travaux de quels auteurs et comment vous définissez cette notion dans vos travaux? Dans nos travaux. En fait, dans la journée d'études 2014, on l'avait vraiment mobilisé. Et je pense même qu'il pourrait y avoir un nouveau livre autour de ça, parce que je me rappelle toujours François Olivier qui était discutant dans notre journée d'études, notamment en histoire. Il montrait que les historiens se sont très peu emparés de la carrière militante au niveau des questions de violence. En fait, il y aurait des choses à éclairer. Moi, d'un point de vue sociologique, la carrière militante, je m'appuie sur les travaux du poétiste Olivier Filleul, donc, qui a vraiment montré aussi comment ces processus d'entrée dans la violence se situent à l'intersection vraiment de la trajectoire proprement biographique de l'individu, mais aussi dépend aussi d'un point de vue assez mésosociologique de l'organisation en tant que telle. Qu'est-ce qui se joue dans la rencontre entre l'organisation et l'individu, mais aussi d'un point de vue du contexte macro-sociopolitique. En fait, qu'est-ce qui fait que le contexte national, le contexte macro-politique peut aussi influencer ces formes de violence aussi, donc, dans l'entrée dans la carrière militante. Les intervenants qui étaient à la journée d'études, ils ont réorienté un petit peu leur papier autour plutôt de territoire. Mais je prends par exemple le texte de Thierry Dominici sur la Corse. Il travaille vraiment cette question de carrière militante à partir d'un cas de Jean-Michel Rossi, en fait. Et il montre cette entrée peu à peu dans les organisations clandestines qui se situent par le fait que, là, d'un point de vue très macro, en Corse, il y avait une fermeture c'était très clanique, très clientéliste, ce qui fait qu'il y avait une fermeture, en tout cas, des jeunes dans leur intégration dans le territoire. Donc il y a eu aussi tout ce qui a pu se jouer aussi autour de ça, mais dans la trajectoire par exemple de ce militant, le fait d'être parti à l'extérieur de la Corse, d'être formé dans les universités de Nice, il y a eu une socialisation militante qui s'est jouée aussi, et au retour après de cette socialisation universitaire, il y a eu une connexion en fait, et un rejet très fort des institutions en place, en tout cas il y a eu un rejet de la représentation légitime en fait en Corse, qui fait qu'ils ont construit des organisations de lutte armée en fait pour s'opposer en fait, et en fait ils voulaient renverser les institutions en place à ce moment-là. Donc, mais ça se joue aussi à la fois avec la biographie de l'individu,
ses socialisations, mais aussi, après, il y a ce qu'on montre dans la notion de carrière militante, c'est qu'après, il y a aussi les effets de socialisation de ces organisations en tant que telles sur les individus aussi. Donc, on le voit très bien. On aurait pu avoir une lecture vraiment aussi sociologique, parce que là, il y a beaucoup d'historiens dans le livre, mais si je prends par exemple le texte d'Action française, des royalistes, on voit très bien la formation qui est donnée à l'entrée de Action française en termes de techniques de bagarre dans la rue. Enfin, il y a toute une socialisation à la violence qui est faite aussi et qui s'inscrit en fait après dans la trajectoire de ces individus. Même si, une pratique qui est très ancienne dans l'Action française, oui. Puisque dès la fin du 19e siècle, oui. On pratique ce type de bagarre dans la rue. Dans la rue, puis il y a tout le rapport aux ligues en fait, qui montre, qui joue énormément. Après, toujours dans cette notion de carrière, c'est sûr que ce livre, on l'a plus vu avec la notion de carrière, mais il y a beaucoup de travaux aussi sur les reconversions militantes. Et c'est clair que pour ces acteurs dans la violence, c'est très difficile de se reconvertir. Les coûts de l'engagement dans la violence sont assez compliqués, et les désengagements parfois et même beaucoup très difficiles. Après, Umberto Ciuchiti montre ou même le texte sur les skinheads montre ces bifurcations parfois dans l'extrême droite de partis politiques, mais en même temps c'est toujours très complexe le rapport de ces individus aux institutions de partis politiques. Donc il y a aussi ça qui se joue. Bon, maintenant on pourrait avoir une autre lecture, par exemple si je prends le cas corse actuellement, puisque ces mêmes acteurs-là sont en train de s'institutionnaliser depuis plusieurs années. Et donc là on peut voir des reconversions militantes autour de la violence qui prennent des formes différentes. Mais ça aussi, je pense qu'il y aurait maintenant des nouvelles thèses à aller regarder aussi ce qui se passe en Corse. Avec toute la difficulté d'interroger ces acteurs qui essayent de trouver une légitimité institutionnelle, qui s'institutionnalisent par rapport à leur passé de militants violents. Oui, c'est ça. Mais ça, on le voit beaucoup aussi au niveau de l'extrême droite, en fait, dans le livre aussi un petit peu. Mais oui, va se jouer aussi des formes dans la carrière militante violente, de recomposition aussi avec l'État, en fait, qui se joue. Et on voit dans beaucoup d'actions radicales, aussi dans certains groupes, aussi un effacement aussi en tout cas, la mise en scène violente, elle est effacée, alors que dans les coulisses, on pourrait dire l'organisation, la violence, elle est toujours là. Mais en tout cas, la mise en scène violente, elle est beaucoup plus effacée, en fait. Mais ça, c'est aussi à éclairer avec aussi l'évolution de la société française. Ça revient beaucoup, l'institutionnalisation de la gauche revient beaucoup dans notre ouvrage sur des formes de déclin aussi de la violence. La fin de la guerre d'Algérie fait remonter une certaine violence dans certains groupes, et mai 1980 fait entrer certains... 81 fait entrer certains acteurs dans des formes de déclin de la violence. Mais c'est aussi, je pense, ça pourrait beaucoup être éclairé avec les carrières militantes, parce que certains acteurs, si je prends par exemple les autonomes, c'était dans un texte qui était à la journée d'études, qui n'a pas pu être dans notre ouvrage, mais qui montrait que dans le milieu autonome, au niveau des années 80, c'est joué des bifurcations. Certains sont allés chez les Verts, d'autres... et donc ce qui fait que ça a joué des formes différentes aussi de carrière militante, de rapport à la violence différenciée, en fait. Et le mouvement aussi a pris une autre ampleur en lien avec le 1981, en fait. Justement, de ce point de vue, puisque tu as parlé de violence comme phénomène cyclique, et à plusieurs, tu as fixé plusieurs moments chronologiques, après 62, la question de la charnière grinçante des années 70, là tu viens d'évoquer mai 80, enfin les années 80 et les transformations de parcours militants. Est-ce que vous avez réussi à dégager peut-être une chronologie large de ces cycles de la violence en rapport avec le contexte national ou international, éventuellement la crise économique?
Pas de façon globale, parce que chaque auteur va en parler. Je prends par exemple Nicolas Lebourg. Par exemple, pour le milieu de l'extrême droite, ça va vraiment être axé, donc la guerre d'Algérie. Donc c'est spécifique à chaque cas. À chaque cas. Mais c'est vrai que là aussi, je pense qu'il y a encore plein de pistes à faire à partir de notre ouvrage. C'est-à-dire, je pense qu'il y aurait à faire une analyse de la violence politique en France de façon beaucoup plus globale, macro, beaucoup plus macro. Je pense qu'il y aurait une théorisation à faire de cette violence politique en France pour nous, c'est plutôt des pistes... Ce qu'on aurait envie de savoir, en fait, là, au terme de cette discussion, on aurait envie de savoir, est-ce que c'est les années 90, quelle est la densité, on a une représentation années 70, on imagine il y a encore violence politique, on pense aux années 80, un certain nombre d'attentats, on pense à Action Directe. Les années 80, quid des années 90, des années 2000, par exemple, par rapport à la violence politique. Ouais, sur ça, je réfléchis. Parce que il y a même des travaux qui montrent que certains acteurs de la violence politique en France auraient aussi parfois réduit aussi leurs activités, même aussi du côté, là, si je prends ETA en Espagne, au regard aussi de la violence djihadiste, qui a pris une ampleur telle qu'ils ont eux aussi dû se recomposer aussi par rapport à ces phénomènes de violence beaucoup plus internationaux. Mais c'est vrai que années 90, là, je réfléchis à... Je pense qu'il y a aussi, et on le travaille peu là dans l'ouvrage, la violence politique, ça ce que montrent les travaux de Xavier Chrétien, c'est aussi une interaction aussi avec les pouvoirs publics aussi. Donc je pense que éclairer aussi, si je prends par exemple la question de la Corse, de comment aussi les pouvoirs publics s'emparent de cette question de violence, entament des négociations ou pas avec telle et telle organisation. Je pense que ça joue aussi sur... moi, actuellement, c'est vrai que je réfléchis, mais j'ai pas encore je peux en parler au niveau du Pays Basque, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une institutionnalisation du nationalisme indépendantiste, du mouvement indépendantiste au Pays Basque, en fait, clairement, mais qui se joue aussi sur... Il y a un moment, quelque chose de majeur qui se passe, c'est qu'il y a les politiques publiques qui vont être créées autour de la question de la revendication linguistique. Et donc, du coup, il y a aussi une forme d'atténuation des violences en lien avec les pouvoirs publics qui vont institutionnaliser aussi les revendications qui, au départ, étaient indépendantistes, en créant des offices publics de la langue basque, qui fait que même actuellement, ils ont créé une communauté d'agglomération du Pays basque qui peut presque ressembler à un territoire en tant que tel, mais créé par les pouvoirs publics. Donc, à des niveaux locaux, justement, il y a eu des prises en compte de certaines revendications, qui fait que maintenant, des acteurs qui étaient majeurs dans la violence politique se retrouvent plutôt à être dans une posture d'acteurs de logique plutôt représentationnelle de la revendication, et beaucoup moins dans des logiques de violence. Mais j'ai réfléchi aussi par exemple, en quoi la crise aussi économique et sociale pourrait, des événements plus macro pourraient aussi réduire en termes cycliques des mouvements politiques. Tu semblais en parler dans le cas des skinheads, par exemple. Oui, là c'est clair que... C'est clair, mais voilà, c'est intéressant de discuter avec vous, parce que c'est vrai que là, je vois que, en fait, on a des prémices de ce jeu-là, mais de façon très locale, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des réflexions plus nationales sur ça, mais c'est vrai que, par exemple, pour le mouvement skin, c'est un mouvement où la jeunesse est très très forte dedans, mais ça s'articule avec une jeunesse aussi en déshérence dans un territoire où il n'y a plus d'emploi, des familles décomposées, en très très grande difficulté. Il le montre, Stéphane François. Donc se jouent aussi sûrement des choses qui renvoient au contexte socio-économique plus globaux, mais que là, dans le cas de notre ouvrage, c'est vraiment en filigrane, mais on pourrait le réfléchir en termes de théorisation de cette violence politique endogène. Je reviens pour votre question sur les djihadistes, parce que des territoires propres qui auraient produit, en fait, ça aussi, quand on lit, on voit que, par exemple, il y a beaucoup de djihadistes qui partent de Nice, par exemple, ou là, vous dites de Trappes, mais je pense qu'il y aurait aussi à éclairer d'une autre façon
ses départs d'un point de vue d'un territoire endogène à nous, à la France en fait, parce que pour le moment, on va beaucoup être dans une approche très subjectiviste, où on va plutôt parler des problèmes de ces jeunes. On est beaucoup aussi dans une lecture individualisante actuellement, où on regarde ces jeunes-là en termes de problèmes familiaux, de problèmes par exemple d'insertion socio-économique, mais en même temps, pourquoi ces territoires-là et pas les autres en fait? Je pense qu'il y aurait aussi à articuler avec les politiques de jeunesse en fait, dans chaque territoire, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de jeunes à Trappes, à Nice en fait Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement une question? Autre question, Katia? Sur la réflexivité, vous avez évoqué le problème de la réflexivité, qu'on vous pose toujours la même question. Dans mon cas, on me pose la question est-ce que vous êtes homosexuel, etc. Est-ce que vous avez mené le travail sur cette question dans l'ouvrage ou pour vous positionner par rapport à votre terrain, pour expliquer le choix de l'objet, etc. Là, dans chaque chapitre de livre, personne n'a travaillé cette question. Mais quand on discutait entre plusieurs auteurs, c'est assez récurrent en fait. Donc il y a toujours aussi, même au cours de nos thèses, on a dû argumenter aussi d'un point de vue méthodologique notre propre rapport à l'objet. Donc chacun l'a travaillé de cette façon. Donc là, en termes de réflexivité, on l'a parce que les chapitres ne portaient pas sur ça, mais il y aurait, oui, aussi, à un moment, on avait discuté avec une partie d'entre eux, une journée d'études sur ce que c'est méthodologiquement de travailler sur des objets sales et ce que ça pose aussi en termes de réflexivité aussi du rapport aux enquêtés et aussi du rapport aussi avec des objets légitimes ou moins légitimes dans le milieu universitaire, ça joue énormément. Moi j'ai écrit dernièrement un chapitre autour de ça et qu'est-ce qui s'est joué pendant ma thèse dans mon rapport aux militants mais aussi au milieu universitaire, notamment quand on utilise des méthodes d'observation participante qui posent beaucoup de problèmes quand on est sur des questions qui touchent à l'illégalité et avec des acteurs qui sont surveillés par la police, qui baignent aussi qui sont assez proches des organisations armées. Donc se joue aussi une réflexivité par rapport à, bien sûr, au champ disciplinaire, mais aussi à nous-mêmes en fait. Comment tu as fixé ce rapport à l'objet, ton propre objet, le Pays Basque? Moi après c'est familial en fait, donc c'est aussi lié à une problématique familiale que j'ai voulu travailler en problématique scientifique, c'est-à-dire au sens où moi je voyais des débats très forts autour du territoire justement de l'indépendance dans ma famille et beaucoup de conflits autour. Après, le rapport à l'objet, il s'est beaucoup plus axé méthodologiquement dans ce type de recherche sur les limites de l'observation participante. Jusqu'à quel point je vais être avec les acteurs, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait des analyses, j'ai fait des observations de grève de la faim, mais je n'ai pas voulu faire de grève de la faim. Il y a aussi tous ces... j'ai participé à des actions de contestation d'événements, par exemple, dans le congrès d'un parti politique français. J'aurais pu finir en garde à vue, mais il y avait des limites que je ne franchissais pas non plus. Même si, je pense que aussi ce type d'objet pose énormément de questions sur en tout cas méthodologiquement, jusqu'à quel point on peut observer certaines situations, parce que ça peut nous mettre aussi en danger physique, en danger par rapport aux autorités, en fait. Donc, il y a des formes de violence qu'on ne peut pas non plus étudier au regard de ça. Actuellement, si je prends les djihadistes, on a très peu de travaux sur la socialisation au sein de Daesh, mais c'est aussi en lien avec l'accès au terrain. C'est difficile d'envoyer des sociologues. Même si, il y a certaines méthodes qui sont beaucoup moins utilisées. L'ethnographie dans ce champ est compliquée. Donc ça aussi, ça met dans l'ombre certaines choses qui pourraient être éclairées, mais qu'on on n'est pas en mesure. Il y a des limites. Parfois, j'ai écrit un article sur les femmes dans la lutte armée de TA,
oui, c'est clair que tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation, enfin c'est presque, j'avais fait une analogie avec ceux qui travaillent sur les pratiques sexuelles, c'est qu'il y a des limites, il y a des choses qui sont inobservables, enfin, en lien aussi à la clandestinité aussi de ces organisations en fait. Donc ça laisse dans l'ombre. Il y a plein de travaux en sociologie des mouvements sociaux, et d'ailleurs tous ceux qui travaillent sur la violence politique ont décloisonné en fait cet objet qui était en lien seulement avec les études de sécurité ou des relations internationales, pour l'articuler avec les mouvements sociaux. Et donc ça a été très utile de prendre les outils d'analyse des mouvements sociaux comme carrière militante, comme les effets des organisations sur les individus. Mais quand on approche cet objet, il y a des choses qu'on ne peut pas éclairer par un difficile accès au terrain. En lien avec les événements, il y a Hugo Patino, qui travaille sur les autonomes, montre la méfiance qu'il a rencontrée sur son terrain au moment liée à l'affaire Tarnac, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une fermeture du terrain, en fait. Dès qu'il est entré dans le milieu autonome, il disait les chercheurs, enfin les militants étaient très méfiants vis-à-vis des chercheurs. Donc, mais il y a plein de choses qui sont dans l'ombre, et je pense que ça va venir en fait, parce que maintenant il y a de plus en plus de jeunes chercheurs sur ces questions. Mais par exemple, chez les autonomes, il y a peu encore accès aux données sociodémographiques de ces individus. Mais ça va venir selon les méthodes qu'on utilise aussi de recherche. Donc il y a encore plein d'ombres sur ces objets violences politiques qui, par une entrée de plus en plus importante de jeunes chercheurs sur ces questions, en tout cas, dans le fil des années, on va pouvoir avoir une palette plus importante d'analyse sur ces marges, en fait, des familles politiques, on peut dire. Mais... Oui, peut-être vous présenter pour la caméra. Audrey Montes, moi je suis à l'ISP. Et vous faites une thèse? Ah, pas du tout. Non. Je suis gestionnaire. Ah oui. Est-ce que le fait que les militants se reconvertissent et deviennent légitimes, ça va faire apparaître de nouvelles formes de violence? Parce que c'est ça. Et du coup, comment vont-elles se caractériser? Oui. Umberto Ciucchetti montre au moment de la scission entre Action française et la Nouvelle Action française, c'est joué aussi c'était plutôt les jeunes qui étaient très présents autour de cette scission. Et là, il y a une recomposition justement de la violence en opposition justement aux acteurs qui ne voulaient plus être dans cette dynamique-là. Et ce qu'on peut voir dans les travaux de sociologie, notamment politique, c'est que dans des organisations, c'est pas seulement à articuler avec un contexte national, mais aussi parfois c'est à aller regarder dans des concurrences organisationnelles qui vont aussi faire monter le niveau de violence en fait de certaines organisations. Il y a Isabelle Sommet qui a pas mal parlé de ça autour de ces concurrences organisationnelles. Et si je prends par exemple sur mon propre objet de recherche au Pays basque français, il est clair qu'à un moment donné, l'organisation basque française Iparretarac a augmenté son niveau de violence en lien avec ETA, parce qu'ils étaient clairement concurrents sur le même territoire. Et c'est joué une entrée dans la violence assez importante à ce moment-là. En fait. C'était pas seulement en lien avec des faits proprement liés au contexte national français comme espagnol. Il y a aussi à éclairer un peu ces dimensions horizontales entre acteurs violents en fait. Donc, Bien. Est-ce que tu en as tracé quelques éléments, mais est-ce que vous avez vu des perspectives de recherche, des éléments, des lignes que vous aimeriez poursuivre à la suite de cet ouvrage? À la suite de cet ouvrage, après il y a la conclusion de François Odigier, qui en tout cas, il y a très très peu de travaux sur le désengagement de la violence en fait. Autant il montre que c'est pléthorique en ce moment au niveau du djihadisme de parler de déradicalisation, mais en même temps on a encore peu éclairé aussi les formes de désengagement militant au sein de la violence. En piste, moi je pense que en piste de recherche, on s'est pas encore parlé au niveau des auteurs sur d'autres pistes, mais comme je vous dis, il y avait des choses qu'on voulait éclairer au niveau de la méthodologie, la spécificité en tout cas de travailler sur cet objet
Ça, on voulait travailler sur la question. Après, les perspectives, moi de mon côté, je travaille actuellement sur radicalisation et jeunesse, donc moi ça fait énormément écho. Je pense qu'il y aurait à investir aussi les comparaisons en fait entre familles politiques autour de la violence en fait, parce que certains chercheurs actuellement comparent énormément djihadisme, violence corse, violence basque. Je pense qu'il y aurait aussi à travailler ces notions de, à faire de la comparaison, mais à l'intérieur nationalement, moi je trouve que ce serait vraiment intéressant de travailler une même organisation à des espaces différents au sein de la France, ou aussi à vraiment investir la comparaison entre la violence d'extrême gauche comme la violence d'extrême droite, en montrant aussi, même si idéologiquement ça ne se ressemble en rien et c'est pas comparable, mais à montrer aussi les mêmes processus en fait à l'intérieur de ce type d'objet en fait de recherche. Dégager des processus d'ensemble. D'ensemble, oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai que ça manque beaucoup. Celui qui a tenté de faire vraiment de façon majeure, de donner une vue d'ensemble, c'est vraiment Xavier Crissier dans ses différents travaux, mais il y aurait en tout cas à le faire pour le cadre français, j'entends. Là, nous, on est resté vraiment, comme je vous dis, au niveau de chaque organisation, au niveau local. Je pense qu'il y aurait les pistes à produire, c'est vraiment créer une vue d'ensemble sur ce que ça produit, en tout cas, cette violence politique en France, en fait, à différentes échelles géographiques, mais aussi échelles sociologiques, c'est-à-dire au niveau micro, au niveau de l'individu, au niveau des organisations, et au niveau aussi du contexte macro-sociologique, au niveau de l'État. Là, on voit bien actuellement ce qui se joue entre l'État et la violence djihadiste, avec tout un retour aussi, notamment pour les jeunes, aux valeurs. Enfin, il y a vraiment une angoisse autour des valeurs républicaines. Enfin, on voit aussi tout ce qui se joue. Il y a un chercheur qui montre d'ailleurs qu'au moment des attentats de 2015, il fait une analogie avec ce qui s'est passé en 14-18, en montrant qu'il y a vraiment... en tout cas, au niveau français, il y a eu presque une culture de guerre qui s'est jouée de façon très temporaire à un moment donné, juste au moment des attentats. Donc je pense qu'il y aurait aussi à dégager des pistes, je pense, théoriques de l'ensemble de ces travaux, en fait. Je réfléchis, mais c'est vrai que c'est intéressant de dialoguer avec vous, parce que avec Fanny, on n'avait pas encore cette vision globale aussi de ce qu'on pouvait en retirer théoriquement de l'ensemble en fait, de toutes ces familles sociopolitiques qu'on a mis en avant dans le livre, en fait, et qui interrogent de toute façon le rapport à l'État-nation, le rapport à l'économie. Oui, à la crise. C'est vrai que là, pour le moment, il y a un seul des chapitres qui prend à bras le corps, c'est cette question socio-économique aussi, le territoire au sens socio-économique, en fait. Il articule vraiment cette question autour de ce mouvement skinhead qui est très présent chez les jeunes dans cette partie de la France, en fait. Et d'autres vont beaucoup moins, c'est que d'autres vont beaucoup moins articuler le territoire aux aspects socio-économiques. Ils vont beaucoup plus l'accès à un aspect plutôt politique. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire varier aussi les échelles d'analyse pour éclairer cette violence propre à la France, en tout cas dans des territoires spécifiques. Oui. Oui. Dernière question, peut-être ? Bon, écoutez, je pense qu'il reste qu'à te remercier pour cette présentation très, très éclairante d'un ouvrage qui paraît extrêmement intéressant, extrêmement novateur, ça donne envie de creuser, d'aller plus loin, d'avoir d'autres sources d'informations. On voit qu'il y a tout un champ d'exploration qui s'ouvre, que vous avez, on peut dire, ouvert à travers cet ouvrage. Voilà. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours très riche de dialoguer. Merci bien. Donc la prochaine fois, l'ouvrage qui sera présenté s'intitule « Histoire économique de Vichy ». C'est une séance qui aura lieu le 9 mars. Voilà. Merci.
Merci en tout cas. Alors, ben voilà.